Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec Murmure par-delà les songes pour l'appel de Cthulhu, 7ème édition plus précisément, qui figurait dans le financement participatif des Contrées du Rêve, donc dans l'édition Prestige. C'est donc paru chez Sans Détour en 2017, c'est totalement inédit et ça fait 128 pages. Alors avertissement préalable, ma chronique, j'ai essayé de faire quelques efforts au début, mais elle va contenir des spoilers, surtout pour les derniers scénarios. Donc là je m'adresse aux curieux ou MJ, les joueurs méfiez-vous. Pour tout un tas de raisons, j'ai fait une pause de plusieurs mois, mais il me faut bien maintenant revenir sur le contenu de l'édition Prestige des Contrées du Rêve pour la 7ème édition de l'Appel de Cthulhu. Me restaient en effet 2 livres à chroniquer, Murmure par-delà les songes et, contenu exclusif cette fois, La pierre onirique. Après les Contrées du Rêve au sens le plus strict, Kingsport, la Cité des Brumes et Le sens de l'escamoteur, va donc aujourd'hui, toujours sous une superbe couverture de Loïc Musy, pour Murmure par-delà les songes, un recueil inédit de 8 scénarios de création 100% qualité France, ce qui le singularise doublement dans ce financement participatif. Plusieurs auteurs se sont attelés à la tâche, parmi lesquels il faut sans doute mettre en avant Tristan Lhomme, responsable de 3 de ces 8 scénarios, et Cyril Puig qui en a signé 2, d'autant plus que ces 5 scénarios, me concernant, sont clairement et de très loin les plus intéressants du lot. Murmure par-delà les songes s'inscrit parfaitement dans le contexte des Contrées du Rêve, en proposant 8 aventures qui abordent l'univers onirique Lovecraftien de manière variée, où le cauchemar perce différemment sous les décors typiquement chatoyants. Il faut noter d'ailleurs que cet univers autorise des scénarios éventuellement Lovecraftiens, sans être cthulhiens pour autant. C'est même assez récurrent. Plusieurs scénarios sont garantis sans tentacules indicibles, mais n'en ont pas moins leur saveur particulière et tout à fait pertinente. Je ne parle pas de sans gluten, pour le coup. La place de l'horreur est d'ailleurs plus ou moins fondamentale. Certains scénarios semblent la remiser de côté, mais au fond c'est peut-être affaire de connotation. Il y a un monde ou deux entre le survival frénétique de la malédiction de Leng et le mélodrame sous-jacent à la vapeur des soupirs, scénario qui paraît d'abord bien autrement léger, mais la douleur et le remords qui s'y expriment pourtant d'une manière subtile et finalement pas moins oppressante. Parallèlement, d'autres réflexes holistiques associés à l'appel de Cthulhu ont pu survivre à cette transposition. L'enquête y conserve globalement une part importante. Mais d'autres approches sont envisageables, louchant sur la fantaisie plus classiquement holistique, sans toutefois pousser le bouchon trop loin. Si un scénario, entre deux rives, probablement le pire, avance après la référence à Gary Myers, auteur qui me demeure inconnu, qu'il pourrait être abordé à la Brian Lumley, et de suite c'était pas hyper engageant pour moi, même celui-ci fait pourtant en sorte de ne pas verser outre mesure dans les excès héroïques et martiaux, et oui, les donjons ne sont nulle part du lot. Le monde de l'éveil, en miroir de ces contrées qu'arpentent surtout les PJ, est plus ou moins important dans ces 8 scénarios. Il l'est surtout dans le trésor des doges et l'onirographe, tandis que la malédiction de Leng a pour objet essentiel de jouer sur l'ambiguïté du passage entre les deux mondes, et y parvient habilement. A contrario, la morte et le chevalier l'excluent presque totalement. L'approche dominante pourtant consiste à panacher les deux, mais de manière déséquilibrée, en mettant avant tout l'accent sur les contrées du rêve, tout en prenant soin de ménager des incursions brèves mais fortes et cruciales dans le monde de l'éveil. C'est ainsi que procède La vapeur des soupirs, Entre deux rêves, Le vice et la vertu et Rêve d'antan, encore que ça pourrait peut-être se discuter pour ce dernier. Le point de départ varie, mais le procédé est récurrent. Bon, autant faire d'emblée une sorte de bilan au format le plus lapidaire pour les cultistes pressés. Globalement, j'ai bien aimé, voire plus que ça, ce recueil. Il est inégal comme tous les recueils, mais le bon grain l'emporte sur l'ivraie. Concrètement, allez, du pire au meilleur. Il y a ce que je n'ai pas du tout aimé. Le trésor des doges, scénario d'Éric Dubourg, et surtout Entre deux rêves, signé Raphaël et Alicia Amimi. Il y a ce que j'ai trouvé sans plus, le correct mais pas très enthousiasmant. Cela concerne un unique scénario, l'onirographe d'Éric Dédalus. Il y a ce que j'ai aimé, franchement aimé même, beaucoup aimé souvent, mais avec parfois quelques tout petits bémols, pas insurmontables loin de là, le cas échéant. Tristan Lhomme figure ici pour 2 de ses scénarios, La morte et le chevalier et Rêve d'antan. Les 2 scénarios de Cyril Puig, Le vice et la vertu et La malédiction de Leng, relèvent également de cette catégorie, sans doute un peu trop vaste. Il y a enfin ce que j'ai adoré. Un scénario absolument brillant comme je n'en ai que bien trop rarement lu. La vapeur des soupirs, une merveille signée à nouveau Tristan Lhomme. Bon, essayons de détailler un peu tout ça maintenant, en suivant l'ordre du recueil, et en essayant de ne pas trop spoiler, mais bon, si vous êtes joueur, méfiance, vers la fin de cet article surtout, je tends à me lâcher un peu.
Murmure par-delà les songes s'ouvre sur Le Trésor des Doges, un scénario signé Éric Dubourg, principal auteur sauf erreur du supplément Maus Byzantin 800, qu'il me faudra lire, car je suis curieux. Mais en même temps, si j'en ai toujours repoussé la lecture, c'est que j'éprouve quelques craintes, des préconçus sans doute, et que le présent scénario tend hélas à conforter. Le scénario commence à Venise. Ah bon? Et l'auteur aime visiblement jouer à l'historien comme au guide touristique. L'exposition est passablement pointue, avec moult détails d'une utilité rôlistique qui est bien un peu douteuse. Il se fait plaisir et en soi ça n'est pas inintéressant dans l'absolu, mais ça ne sert à rien. Pire, c'est même régulièrement hors sujet. Pour le coup, oui, je craignais un peu quelque chose du genre. Mais c'est d'autant plus problématique que le scénario, sur cette base, est atrocement convenu et terne, au point de la caricature en fait. Une vente aux enchères, avec tout le catalogue détaillé à l'excès. Un problème pendant la dite, ah oui, c'est qu'il y avait un sacré artefact, voire plus, et alléché des figures notables de l'occultisme, éventuellement empruntées à d'autres Lovecrafteries holistiques, incluant notamment le duc Jean Floressa des Esseintes, la variation sur Huisman dans la campagne mythique Terreur sur l'Orient Express. En fait, ce gros machin est ici régulièrement rappelé à notre bon, enfin plus ou moins bon souvenir, au point où le présent scénario pourrait éventuellement s'y insérer, disons, de manière neutre, ou constituer un épisode alternatif. Hélas, tristement redondant au plan de l'intrigue, on se débarrasse probablement du vilain objet magique exactement comme dans Terres Oniriques Express, et on suggère de toute façon de faire intervenir ce tramien particulier, comme de l'ambiance. Des Esseintes peut rappeler l'épisode nocturne à Lausanne, les communistes et les fascistes s'affrontent en arrière-champ comme dans Note pour Note à Milan, etc. Tout ceci en rappelant que la campagne compte justement un épisode vénitien, la mort et l'amour dans une gondole. Oui, quand même, faut-il y voir un digest? Mais même en fermant l'œil sur ce procédé, ou en lui accordant davantage de pertinence que je ne le fais, quel ennui! Classiquement, le scénario tourne très vite à la poursuite du méchant sorcier qui a chopé l'artefact impie, artefact qu'il faudra ensuite détruire. Comme un certain anneau, mais pas avec la même ampleur narrative, on est censé faire dans le one-shot. La traque passe donc du monde de l'éveil au contrée du rêve, mais comme pour la forme, sans vraie conviction. Les excès de précision de l'introduction vénitienne ne sont plus de la partie, c'est peu dire, cette fois les détails manquent pour ce périple onirique qui devrait être long, mais s'avère expédié sans plus s'y attarder. Au final, c'est convenu, c'est fade, c'est terne. Je ne vois absolument aucune raison de faire jouer un truc aussi ennuyeux et aussi peu impliqué. Mauvaise entrée en matière, donc. Le contraste n'en est que plus marqué avec le scénario suivant, La vapeur des soupirs due à Tristan l'Homme, qui est clairement le grand moment de ce supplément. C'est un scénario que j'ai trouvé absolument génial de bout en bout, même s'il faut bien noter qu'il peut être assez délicat à maîtriser, sa conclusion du moins. C'est un scénario pactoulien pour un sou. Pour autant, et à la différence par exemple, à mes yeux du moins, du scénario suivant, Entre deux rêves, il s'inscrit bien dans l'univers onirique des contrées et en travaille les aspects les plus intéressants, tout en dérivant des choses bien différentes, pas forcément très canoniques, si pas hérétiques pour autant, mais dont la pertinence est telle que l'expérience globale en profite énormément. Ainsi du ton qui est très habilement travaillé. Au départ, le scénario a quelque chose de léger en apparence, l'auteur avançant qu'on pourrait le jouer à la Princess Bride par exemple. Ce qui peut inclure des moments assez drôles et pourtant pas totalement drôles, ainsi avec le génial et cruel personnage du terrible pirate que j'adore, il n'y a pas d'autre mot. Mais cette impression de superficialité s'avère bientôt erronée à mesure que le fond de l'affaire se dévoile progressivement, bien plus subtil que tout ce que les personnages pouvaient supposer. Ce qui opérera surtout lors d'une incursion dans le monde de l'éveil, plus ou moins présenté comme optionnel, de même que les moments les plus tournés vers l'action à vrai dire, mais qui me paraît tout de même fort utile. C'est à la vérité d'un mélodrame qu'il s'agit, ou peut-être plus exactement d'un drame psychologique et social tout à la fois, bien loin de l'horreur cosmique, le fantasme lourd de remords d'une desperate housewife. Autant dire d'un personnage pour lequel le rêve est une échappatoire vitale. Cela vaut aussi pour le terrible pirate au fond. Lovecraft lui-même n'aurait sans doute pas présenté les choses ainsi, on sait ce qu'il en est de l'absence des femmes dans son œuvre. Et pourtant dans l'esprit, ou l'inconscient, je crois que ça colle. C'est en même temps un beau détournement malin et saisissant du cliché pulp de la damsel in distress, et tout à la fois un très complexe dilemme où aucune solution n'est intrinsèquement bonne, comme de juste. Pourtant, au gré des multiples conclusions proposées, il en est peut-être qui pourront apparaître comme étonnamment positives pour un jeu aussi connoté que l'Appel de Cthulhu. On ne s'attend pas exactement quand on joue à ce grand ancien à vivre ou voir une histoire d'amour. Et ça aussi, le vieil oncle Théobald, ça l'aurait sans doute rendu tout chose. Mais c'est très bien fait, c'est juste, c'est fort. Ce genre d'exercice est pourtant périlleux,
du scénario qui met plus ou moins en avant une couche de méta, on va dire, supposée transcender l'expérience, mais pouvant tout aussi bien ne constituer guère plus qu'une fanfaronnade d'auteur un peu trop malin pour son propre bien. Sauf que Tristan l'homme ici dose avec habileté ses effets et son propos pour un résultat qui s'avère holistiquement savoureux, enthousiasmant, palpitant, et en même temps qu'intelligent et pertinent dans sa dimension de commentaire, que le dit commentaire porte sur Lovecraft, le jeu de rôle, le rêve, la société contemporaine, etc. La vapeur des soupirs, c'est du bon Alan Moore holistique, ou du Neil Gaiman. On peut penser à Sandman ici, par exemple ce couple de pseudo-super-héros vivant dans un univers factice à la Little Nemo. J'ai adoré, vraiment. C'est clairement le sommet du recueil et le reste peut paraître un peu palichon en comparaison. Pourtant les bons, même si moins bons scénarios ne manquent pas, par la suite, qui valent bien qu'on les estime individuellement. Mais il y en a aussi quelques-uns de mauvais, enfin un surtout, un seul en fait, celui qui suit immédiatement. Entre deux rêves donc, un scénario de Raphaël et Alicia Amimi, et qui à mes yeux du moins ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas vraiment par où commencer à vrai dire. Peut-être parce que ce scénario est d'emblée assez confus. Dans ses premières pages, il explicite avec plus ou surtout moins de clarté, quelques concepts qui lui sont propres et s'intègrent avec une pertinence variable dans la mythologie, au sens large, des contrées du rêve. Bon, c'est le truc avec les contrées. C'est un univers à la fois cohérent et fluctuant, susceptible de 1000 lectures. Respecter un supposé canon de bout en bout ne fait pas forcément sens, et en bien des occasions, ce genre d'apport s'avère tout à fait profitable. Mais ici, c'est pas clair. Dans l'absolu comme sur un plan plus fonctionnel, directement associé aux enjeux du scénario. Une remarque toute personnelle ici, parce que j'abuse si ça se trouve, c'est peut-être juste moi qui... Bon. Mais la plume des auteurs m'a paru d'une lourdeur redoutable qui participe de ce sentiment général de confusion et d'hermétisme. J'ai écarquillé les yeux à plusieurs reprises, notant même des tournures un peu pachydermiques comme telles les écumes de mer dansant par vagues sur les étendues d'eau, ou dans le paragraphe suivant longe les berges luxuriantes qui bordent, etc. Ce qui ne m'a pas aidé. Alors, je sais, on n'est pas là pour faire de la littérature sans doute, mais justement, ça m'a fait l'effet d'une tentative pas vraiment heureuse pour ce faire. Or, tout ce dispositif, fond et forme, présenté comme crucial, s'avère d'un usage finalement limité en jeu, ou qui du moins n'aurait en rien nécessité tant de précautions conceptuelles, car le scénario à proprement parler s'avère tristement commun. Dans l'entrée en matière, les auteurs tentent quelque chose de potentiellement intéressant, avec ces PJ membres d'un cirque qui doivent décrire leur spectacle. Mais la suite est téléphonée, linéaire, et, pire encore, le risque est non négligeable de ce que les joueurs deviennent bientôt davantage des spectateurs que des acteurs du récit, en dehors d'une brève séquence de devinettes formalisée sans vraie nécessité, pour une révélation qui en est peut-être une pour les personnages, vaudrait mieux, mais certainement pas pour les joueurs. Et sur ce mode, même si pas totalement équivalent, on a régulièrement lu, bien autrement convaincant et même enthousiasmant, voyez par exemple Étoile brûlante dans Terreur de l'au-delà. C'est tout de même bien fâcheux que la conclusion du scénario soit dès le départ gravée dans le marbre, mais surtout de la sorte, avec un Deus ex machina que les PJ côtoyaient depuis la première minute de jeu, c'est encore plus fâcheux. Mais la subtilité de la mise en place est aussi contredite à un plan d'avantage fondamental peut-être, en ce que la trame de fond est tristement manichéenne, dans les faits comme dans la symbolique, lumière contre ténèbres, etc. Et c'est bien cet aspect qui domine à terme. La nature des personnages, leurs artefacts, le monde autour d'eux, toute cette fausse complexité est vite réduite à une eschatologie et bien de cirque. Ce qui ressort tout particulièrement dans ce choix que je ne m'explique pas, sinon comme une vague forme d'affectation, consistant à mettre en scène un personnage historique, en l'espèce le Sar Joséphin Péladan, pour lui faire jouer un rôle a priori sans rapport aucun avec sa biographie. Non que je puisse prétendre m'y connaître en la matière, mais franchement, je n'arrive tout simplement pas à faire le lien, pour le très peu que j'en sais, entre l'excentrique guignol des salons de la Rose-Croix, qui a bel et bien existé, et le ténébreux méchant en carton de ce scénario, une sorte de sous-Napoléon de l'occulte dénué de la moindre consistance. Quant à extraire malgré tout de sa biographie quelques éléments à mettre en scène, faut voir comment et pourquoi. La passion du bonhomme pour l'art du Quattrocento ici débouche sur la création d'une ville onirique inspirée de Rome et de Florence et qui s'appelle Quattrocento. Ce qui me paraît tout de même un peu bizarre et j'ai haussé un ou deux sourcils. Clairement, un personnage totalement fictif aurait été plus pertinent à tout point de vue. Ça n'est pas la première fois, certes. D'aucuns diront histoire, viol, enfant, mais les mioches ici sont au mieux quelconques. Un scénario inutilement confus, mal branlé, finalement bien banal et même simpliste, plus que linéaire, au point de l'absence de véritable impact des décisions des PJ,
et dont la lecture au plan du style tout particulièrement m'a fait l'effet d'un calvaire, je crois que le bilan est sans appel. Mais Tristan l'homme is back et remonte le niveau avec La Morte et le Chevalier, même si pas au point de La Vapeur des Soupirs. Encore une histoire d'amour triste, tiens, avec quelque chose d'arthurien, et qui, dans son entrée en matière, aurait pu être Monty Pythonesque, hein, un chevalier noir qui exige un combat à des inconnus. Cette dimension qui peut paraître d'abord humoristique est pourtant un leurre, même si elle aura l'occasion de ressurgir de temps à autre. La mélancolie authentique et pourtant excessive du chevalier endeuillé en est peut-être un également. Au fond, cette histoire, même sous couvert de conte de fées, car c'en est une autre dimension importante, est bien davantage un policier de type whodunit très Agatha Christie, j'ai trouvé, avec un voyage contraint en 3 étapes pour les funérailles de l'épouse assassinée du chevalier, voyage au cours duquel nos investigateurs, car c'est bien de cela qu'il s'agit, même contre leur gré, même en armure, doivent percer à jour les intentions et petits secrets de tout un microcosme de compagnons de route qui ont bien évidemment tous quelque chose à cacher, encore qu'ils n'en soient pas forcément tous très conscients. Et il faut agir vite, 3 jours, pas un de plus. Et pas d'intervention extérieure qui tienne ici. Loin d'être inéluctable, comme dans le triste scénario qui précède, la conclusion dépendra intégralement des actions des PJ. Et c'est ainsi à eux d'orienter le conte de fées vers telle ou telle chute, de la plus niaise à la plus gore, avec divers degrés entre les deux pôles. C'est très amusant, et d'une taille idéale pour un one-shot, vraiment one-shot. L'idée d'associer ce registre policier très classique à une esthétique chevaleresque de fantaisie est bien trouvée, et l'ensemble devrait s'avérer savoureux. Ceci toutefois à condition que les PJ entrevoient assez tôt leur rôle dans cette affaire, quitte à être un peu poussés au tout début, car aucun des PNJ ici n'est censé leur dire ce qu'ils doivent faire au juste. Ils doivent en prendre l'initiative, ce qui est très bien, mais le piège serait d'un peu trop s'éterniser dans la passivité. Mais ça devrait très bien le faire. Ça n'est pas aussi fort que La Vapeur des Soupirs, c'est bien plus appel de cthulhuistiquement correct, mais c'est clairement un bon scénario. Ce que j'ai envie de dire également pour Le Vice et la Vertu de Cyril Puig, mais en relevant que ce scénario-ci présente toutefois quelques aspects qui me paraissent moins satisfaisants, et qui auraient bien besoin d'être retravaillés par le gardien pour que tout fonctionne au mieux jusqu'au bout. En effet, le début du scénario me paraît incomparablement plus intéressant et réussi que sa fin. Peut-être un problème récurrent de l'auteur, car il y a aussi de ça dans le scénario suivant, La Malédiction de Leng, qui m'a paru plus constant tout de même. Et il y a un autre problème ici, pas absent du scénario suivant non plus, mais davantage marqué dans celui-ci, et qui pour le coup pourrait ramener au défaut de Entre deux rêves. C'est passablement linéaire, avec même une scène ultra dirigiste au milieu de l'aventure, et la fin connaîtra probablement un ersatz de Deus Ex Machina. Et pourtant j'ai trouvé ça bien meilleur. Diantre. C'est que les bonnes idées ne manquent pas. Ainsi, dès le départ, celle de conférer aux personnages des prétirés en principe une stature proprement mythologique dans les contrées du rêve, et qui pourtant s'associe très bien avec leur dimension plus classique d'investigateur. Ceci dans un cadre à la fois chatoyant et menaçant, qui retranscrit bien l'atmosphère des contrées du rêve. En l'espèce, plane sur l'univers onirique une menace terrible, fatale, en forme d'épidémie de mélancolie. Mais le scénario repose aussi sur une bascule qui justifie le dirigisme forcené de la scène qui la précède immédiatement. Justifie avec des guillemets, hein. Bon, admettons. Et là, attention parce que cette fois je vais vraiment spoiler comme un porc. Ah donc, nos personnages, qui se croyaient natifs des contrées du rêve, comprennent enfin qu'ils sont en vérité des rêveurs. Là encore, on a la même chose dans Entre deux rêves. Et pourtant cela fonctionne bien mieux ici. En raison d'un choc bien autrement ample et douloureux, les rêveurs sont des enfants de 8 à 10 ans. Et pas n'importe quels enfants, des petits Éthiopiens dans un camp de réfugiés de nos jours. Idée de base susceptible d'adaptation à d'autres contextes historico-politiques, pouvant inclure des choses aussi mignonnes que la Shoah, etc. Autant dire un de ces endroits sur Terre qui s'avère plus cauchemardesque que tous les cauchemars. Tout est donc affaire de contraste, et le rêve y prend tout son sens. Mais cela requiert une certaine subtilité. Disons-le, un thème pareil est forcément casse-gueule. Une inadvertance passagère peut aisément transformer cette idée, pertinente mais dangereuse, en d'une très désagréable putasserie. Gare donc, le gardien doit mûrir la bascule et les scènes qui en découlent, et, à l'évidence, tous les joueurs ne seront pas adaptés à pareil scénario. À vrai dire, le travail du gardien doit être d'autant plus appliqué que la description de ces événements m'a paru un peu trop hâtive, là où la complexité et l'éventuelle dangerosité du propos auraient bien été accompagnées de quelques détails supplémentaires. Par exemple, le camp n'est pas situé, je crois qu'il gagnerait à l'être, même si l'on peut pencher pour l'Europe de l'Est. Et j'aurais apprécié d'en savoir davantage sur l'organisation interne du camp et la place qui occupe le rat de manière bien plus précise. J'imagine qu'on pourrait dénicher sur internet de la doc sur les passeurs, mais bon.
Reste que c'est un bon scénario là encore, bien pensé, fort, qui est fait pour remuer les tripes. S'il n'y parvient pas, c'est que quelque chose a merdé quelque part. Mais il n'est pas fait pour toutes les tables, et le même soin n'a pas été apporté à la rédaction de ces différentes parties, je trouve. La malédiction de Leng, toujours de Cyril Puig, est plus classique, globalement, mais peut-être aussi plus convaincant sur la durée. Je l'ai beaucoup aimé en fait ce scénario, même s'il n'est à nouveau pas sans défaut. Notamment là encore le début est probablement mieux conçu que la fin, assez ouverte par ailleurs. Ce scénario n'entretient pas avec les contrées du rêve les mêmes rapports que les autres figurant dans ce supplément dans l'ensemble. Comme surtout le trésor des doges et plus loin l'onirographe, il débute dans le monde de l'éveil et s'y attarde quelque peu. Mais peut-être pas autant qu'on serait tenté de le croire. C'est que Cyril Puig joue ici de l'ambiguïté du plateau de Leng, à la fois dans notre monde et dans les contrées. D'une certaine manière, ici, ce ne sont donc pas les personnages qui voyagent, mais le monde autour d'eux. Le cadre est chouette par ailleurs. De nos jours, en principe, un observatoire astronomique paumé dans un plateau sibérien loin de tout. Lovecraft initialement avait semble-t-il localisé son plateau de Leng en Asie, plutôt dans l'Himalaya cela dit, alors que nous serions ici plutôt du côté des contreforts nordiques disons, avec un personnage de Noma Tungus pour faire le lien. En même temps, cette station scientifique coupée du monde renvoie à une autre localisation plus tardive, celle, dans l'Antarctique, des montagnes hallucinées. Et Cyril Puig fait d'une pierre deux coups, j'imagine, car tout cela rappelle aussi énormément, comme de juste, The Thing de John Carpenter. C'est qu'au fond, il en découle un survival d'abord très classique, mais aussi très bien fait, et vraiment flippant. Bien mené, ça doit être un sacré cauchemar. En fait de référence littéraire, pour le coup, je penserais peut-être surtout à La Maison au bord du monde de William Hope Hodgson. Mais ce survival se singularise tout de même par certains aspects qui le rendent bien plus intéressant. Là encore, gros spoil. En premier lieu, il y a les PJ, tous des Russes issus d'un bled sibérien à peine moins paumé, et qui se connaissent tous depuis l'enfance, dont ils ont toutefois hérité des cauchemars plus ou moins collectifs. Or, l'ambiguïté du plateau de Leng a ici un effet particulier, les scientifiques ou autres adultes sont aidés par leurs avatars enfantins, les rêveurs, ceux qu'ils avaient oubliés, qui sont restés dans les contrées, où le temps n'a pas la même signification. Mais tous leurs conseils d'apparence fantomatique sont-ils bons à prendre? Il en est un de particulièrement désagréable. En second lieu, eh bien, justement, c'est de rêveurs qu'il s'agit, à même de remodeler le monde dans l'instant. L'auteur propose ici une variante intéressante dans le cadre d'un survival en huis clos, car elle en anéantit finalement les règles. Dans ce bâtiment où sont enfermés les PJ, il n'y a pas pour l'heure de porte de derrière ou de fenêtre au rez-de-chaussée. Mais il pourrait très bien y en avoir dans quelques minutes seulement. Quant aux courses-poursuites, dans un environnement fluctuant, où les couloirs se ferment, se tordent, etc., au gré des fantaisies labyrinthiques des poursuivants, puis peut-être également des poursuivis, j'aime beaucoup ce principe. Qui peut emprunter, j'imagine, à des films comme Dark City, Matrix ou Inception. Alors à titre personnel, j'ai pas trop aimé le premier, ok pour le deuxième, j'ai pas eu envie de voir le dernier. Ou à d'autres choses qui se cachent éventuellement derrière, comme un certain nombre de récits de Philippe Cadic. Quelque chose que l'on retrouvera dans le scénario suivant, Rêve d'antan, sous une forme peut-être un peu plus subtile. Un très bon scénario donc, un très beau cauchemar classique dans l'ensemble, mais peut-être moins qu'on le croirait au départ. Suit Rêve d'antan, ultime scénario signé Tristan Lhomme, qui le qualifie lui-même de Inception barbare au pays des archétypes. Et oui, il y a de ça. Les PJ sont amenés à remodeler l'histoire, ou plutôt la préhistoire, des événements qui se sont produits il y a bien longtemps de cela, mais dont on a perdu depuis bien longtemps le souvenir. La mise au jour d'un impressionnant tumulus, pourtant, va ramener les héros, oui, exceptionnellement, les héros, dans un temps antédiluvien, où s'est joué, dans l'ignorance la plus totale de nos contemporains, l'avenir de l'humanité. Côté référence littéraire Lovecrafto-compatible, je serais tenté de chercher dans deux directions. Chez Lovecraft lui-même, dans Polaris, qui est le plus vieux récit des contrées du rêve, et par ailleurs à l'en croire celui qui avait déjà été écrit avant qu'il ne découvre l'œuvre de Lord Dunsany. Ce qui peut expliquer que dans le cadre alors pas le moins du monde défini, ni même envisagé des contrées, le ton soit très différent du chatoiement baroque qu'on y associerait par la suite. Mais il faut y ajouter, j'imagine, Robert et Howard, et ce au-delà des allusions relativement ouvertes que sont les vers de la terre, qui renvoient surtout à Bran McMorn, ou la Valusie, qui renvoie plutôt à Kull, mais a, depuis Lovecraft même, intégré le lexique toulien dérivé. Il y a quelque chose de fondamentalement barbare ici, même si je privilégierais donc le lien avec les Pictes de Bran McMorn plutôt qu'avec le bien plus célèbre Conan. Et le jeu marqué sur les archétypes peut renvoyer à plusieurs récits howardiens, notamment ceux jouant de la mémoire raciale, avec par exemple le personnage récurrent de James Allison, une nouvelle telle que La Vallée du Ver met justement en avant ces archétypes héroïques.
Quoi qu'il en soit, l'ambiance est superbe, qui incite à l'approfondissement d'ordre anthropologique, avec une belle galerie de personnages archétypaux et pourtant humains. C'est en fait peut-être cette humanité le problème, avec un chef de tribu du nom de Ours qui a commis des erreurs, la mûre, toujours la mûre, et en a payé le prix fort. Avec le risque que tout son peuple, voire toute l'humanité que l'on entrevoit derrière le petit groupe, en paye à son tour le prix fatal. Mais il y a donc des héros qui peuvent intervenir. Pas cependant de la manière la plus classiquement héroïque, épée en main. Le premier combat contre les ennemis de l'humanité n'en est pas un, c'est spécifiquement une scène d'horreur. Il y aura bien en définitive un vrai combat, conçu pour raisonner de hauts faits épiques, mais d'ici là, ce que les héros doivent faire, c'est comprendre ce qui s'est passé et changer rétroactivement le cours des événements. Ici, même chose que dans La Morte et le Chevalier. Dans l'idéal, personne ne dira aux PJ ce qu'ils doivent faire. Cela doit dépendre entièrement de leurs initiatives personnelles. Mais avouons-le, ce comportement n'est pas forcément très évident. En même temps, le scénario en joue, avec une sorte de chamane stupéfaite de constater que les héros de la prophétie n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Un vague humour absurde au cœur de la tragédie épique. Mais cette liberté d'action a son corollaire, le scénario, même en comptant quelques passages obligés, s'avère finalement assez ouvert. En même temps, il est bien censé amener une conclusion autrement solide et ferme que dans nombre de scénarios qui précèdent. Un bel exercice d'équilibriste, pour un scénario à nouveau très convaincant, tout particulièrement dans l'ambiance barbare et l'implication des PJ. Et là encore, c'est idéalement calibré pour du one-shot. Reste un dernier scénario, l'onirographe, signé Eric Dédalus. Pas mauvais à proprement parler, mais tout de même bien inférieur à ceux de Tristan Lhomme et de Cyril Puig me concernant. On fait ici dans le correct, le sans plus. Ça se tente, mais sans grand enthousiasme. Il y a bien mieux à faire, d'autant que c'est assez convenu. Dès l'entrée en matière qui joue assez banalement de l'amnésie, la partie s'ouvre sur le procès d'un des investigateurs qui n'a aucune idée de ce qu'il fait là. Mais il est bientôt libéré, de manière plus ou moins crédible à vrai dire. Il s'agit dès lors d'expliquer comment l'investigateur a pu commettre ce geste criminel guère dans ses manières. Or, une épidémie de crimes incongrus pointe tout droit sur un voleur de rêves, un homme que la guerre a définitivement écarté des contrées et qui ne peut y retourner qu'à l'aide d'une machine de sa conception qui vampirise l'imaginaire de ses patients infortunés ou demandeurs. Mais, mort sur terre, il n'en sait rien, et le scénario connaît peut-être une autre défaillance au plan de la crédibilité dans les rapports que peuvent entretenir les PJ avec l'assassin. Il vit maintenant dans les contrées, dans une vaste bibliothèque où il a pour ambition de collecter et conserver tous les rêves de l'humanité. Tout cela n'est sans doute pas bien original, et c'est dès lors plus ou moins enthousiasmant. En fait, ce qui m'a le plus parlé dans ce scénario un peu médiocre, c'est le cadre strasbourgeois des investigations des PJ dans le monde de l'éveil, pourtant optionnel mais plutôt intéressant. L'épidémie de tuberculose, la percée, le souvenir encore proche de la Première Guerre mondiale. L'autre point intéressant est ce PNJ d'un artiste qui ne veut plus rêver, tout en sachant très bien que cela revient à tirer un trait sur sa carrière de peintre. C'est un bon personnage, mais pas suffisant à lui seul pour rendre le scénario vraiment intéressant. D'où un résultat sans vraie saveur. Pas mauvais, juste pas vraiment enthousiasmant. Le bilan est tout de même clairement positif. Ce genre de recueil connaît presque invariablement des hauts et des bas. C'est le cas ici, mais les hauts l'emportent clairement. Sur les 8 scénarios proposés, 5 me paraissent valoir le coup, et ils ne sont pas forcément si nombreux les suppléments de scénarios qui peuvent en dire autant. Ils sont encore moins nombreux ceux qui contiennent quelque chose d'aussi fort que la vapeur des soupirs. Murmure par-delà les songes est aussi une réussite sous un autre rapport. C'est une illustration très convaincante des possibilités très variées offertes par le cadre des contrées du rêve. On voit bien ici que dans l'idéal, il ne s'agit pas d'un banal univers de fantaisie comme les autres, mais bien de quelque chose d'assez singulier et en même temps susceptible de bien des variations dans des genres très différents et presque toujours avec un appréciable à propos. Les scénarios qui concluaient les contrées du rêve en donnaient sans doute une idée bien moins éloquente et palpitante, à vrai dire. Un bon supplément donc que cet inédit parfaitement François. Quant à moi, je conclurai prochainement ces chroniques de l'édition Prestige des Contrées du Rêve avec le dernier des 5 suppléments dans la boîte, l'exclusivité du financement participatif, la pierre onirique. À un de ces jours.